Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire sur la cybersécurité, ce webinaire DBC. Nous allons parler de cybersécurité sur votre cabinet. Alors, je me présente déjà, Pascal Cochelin. Je suis directeur du support des services clients pour DBC et la partie cybersécurité. Excusez-moi. Donc, la cybersécurité pour votre cabinet, vous en avez entendu parler de la cybersécurité, c'est quoi? C'est quelque chose qui coûte cher, avec des chiffres fous qui circulent. On a dans le monde, les chiffres représentent 400 milliards de dollars de coûts pour les entreprises en vol de données et en escroquerie. En 2020, on est à 1000 milliards de dollars. Ça, ce sont des chiffres Allianz et McAfee. Et l'ONU anticipe un coût à 5200 milliards de dollars en 2025. Donc, des chiffres complètement fous. Il y a même une entreprise de spécialité qui s'appelle Cyber Warfare, qui estime que le coût est d'ores et déjà en 2021 de 6 000 milliards de dollars et qu'elle sera en 2025 de 10 500 milliards de dollars. Des chiffres astronomiques. Ça fait de la cybercriminalité la troisième économie mondiale. Rien que ça. Alors, pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Dominique Perrier d'Afigec. Bonjour. Bonjour Dominique. Bonjour Pascal. Dominique est donc expert comptable et commissaire aux comptes associé chez Afigec, donc maîtrise du métier. Il est ancien élu du Conseil de l'Ordre avec donc une maîtrise du contexte des cabinets comptables et ancien président du comité technologique de l'Ordre, maîtrise de la techno. Donc Dominique, la cybersécurité, tu connais bien. Que t'inspire-t-elle? Alors, qu'est-ce que ça m'inspire? Bonjour à tous, merci de la présentation. Ça m'inspire quoi? Ça m'inspire qu'il faut absolument, comment dirais-je, s'approprier le sujet parce que tu as donné des chiffres qui deviennent vertigineux et peut-être difficilement, je dirais, appréhendables parce que ce sont des sommes complètement dingues. Et ce qu'on constate depuis 3-4 ans, c'est la réduction des rançons qui sont réclamées. On en reparlera tout à l'heure, mais c'est un sujet qui concerne tout le monde. Pour rebondir sur ce que tu disais, c'est la troisième économie mondiale. J'avais assisté il y a quelques années à une conférence par la DGSE de mémoire, et l'intervenant nous expliquait que le poids de l'économie réelle et le poids de l'économie souterraine étaient le même. Ce qui est assez dramatique et ce qui explique pourquoi la cybersécurité et la cybercriminalité est un sujet important aujourd'hui. Alors, pourquoi on en arrive à une attaque virtuelle, j'allais dire, alors qui ne l'est pas quand on vous pique de l'argent, mais c'est un vrai sujet. À la belle époque, si je repars un petit peu en arrière et si on parle allez, la conquête de l'or aux États-Unis, l'attaque des diligences était un vrai sujet. Où était l'argent? Alors, l'argent, c'était dans l'or, donc c'est dans les diligences. C'est pour ça qu'il y avait des attaques de diligences. De tout temps, de toute façon, il y a toujours eu des brigands pour voler à n'importe quel moment et surtout à ceux qui avaient un peu d'argent. Vous avez eu l'attaque des diligences. Après, le monde bancaire s'est installé de manière importante et vous avez jusque dans les années, 80, 90, 95, les hold-up dans les banques étaient un vrai sujet. Pourquoi on attaquait les banques? Parce que l'argent était stocké dans les banques. Aujourd'hui, il n'y a plus d'argent dans les banques. Quand vous voulez faire un retrait de 1000 €, si vous n'avez pas prévenu votre conseiller, de toute façon, vous n'aurez pas l'argent, puisqu'ils ne l'ont pas en stock. Et donc, on se retrouve sur un sujet où l'argent, c'est un flux maintenant.
et l'argent passe d'un ordinateur à un autre ordinateur. Et quel est le moyen le plus simple aujourd'hui pour voler et récupérer de l'argent? C'est d'attaquer dans le cadre de la cyber et donc de se positionner sous différentes modalités qu'on va évoquer tout à l'heure. Mais vrai sujet, plus que quotidien. J'ai pour habitude de dire que ce n'est pas de savoir si on va être attaqué. Je vais vous donner 2 chiffres après. On va tous se faire attaquer. C'est quand on va se faire attaquer. Les chiffres que l'on connaît, alors globalement en 2021, je vais rallumer mon ordi parce que je ne les connais pas tous par cœur, mais vous allez voir que c'est assez troublant. Voilà. Alors, en fait, avant de vous donner les chiffres, il n'y a plus de taille d'entreprise. Si on remonte en arrière, c'est les grosses structures qui étaient forcément attaquées parce qu'il y avait un gros enjeu, c'était plus facile de les attaquer. Et il y avait très peu de protection il y a une quinzaine d'années. Aujourd'hui, tout le monde se protège. Mais il n'empêche que, selon l'ANSSI, c'est l'organisme qui gère la sécurité des systèmes d'information au niveau national. En 2021, 43% des TPE, donc ce sont nos clients, ont subi une tentative, ce qui est énorme. 2 entreprises sur 3 ont subi au moins une tentative et 1 sur 5 a subi plus de 5 attaques. Quand je dis ça, je ne dis pas que ça a abouti, mais au moins on a essayé de vous solliciter et de vous titiller. Juste avant le webinaire, on en parlait avec Pascal, j'ai reçu encore un mail des impôts très sympathique. Cliquez dessus et la vie est belle. On vous expliquera comment faire attention à tout ça. Ce qu'on va constater aussi, c'est que le vrai sujet de la cybercriminalité, comme dans le digital de toute façon, le sujet, ce n'est pas l'outil, c'est l'humain. Donc, il va falloir qu'on forme les gens et qu'on travaille un peu sur ce sujet. Donc, on vous présentera ça tout à l'heure. Voilà, donc en fait, la synthèse, est-ce que ça m'inspire? Oui. Est-ce que je l'ai constaté? Oui. Est-ce qu'on le constate autour de nous? Oui. Et peu importe la taille de l'entreprise. Donc, c'est un sujet vraiment actuel et qui va s'accélérer et qui, depuis 2 ans, malheureusement, à cause du Covid, on a tous été enfermés et on n'a pas forcément mis en place tout de suite les protections qu'on a dans nos entreprises, dans nos résidences, dans nos appartements ou nos maisons, ce qui fait que les petits rigolos qui essaient de nous hacker, qu'on appelle vulgairement les hackers, eh bien, s'en sont pris à nous de manière plus importante. Et l'augmentation, je crois qu'on est passé à 600% d'évolution des attaques par rapport à il y a 3 ans. Voilà, Pascal. Donc, toi, c'est un sujet qui me préoccupe. Qui t'inspire et te préoccupe, oui. Et effectivement, ces attaques-là concernent à la fois le milieu professionnel et le milieu personnel, puisqu'on reçoit des mails de sollicitation, que ce soit sur la balle pro ou sur les balles personnelles. Un petit chiffre encore, il y a beaucoup de chiffres, mais il y en a moins après. Ce sera le dernier significatif. Il y a 94% des attaques, 94% qui se font par mail. C'est-à-dire que le point d'entrée principal, c'est vraiment votre boîte mail, pro ou perso. Alors, la conséquence, c'est qu'il faut se préparer à minimiser les conséquences d'une attaque, puisque de toute façon, on sera attaqué d'une manière ou d'une autre. Et on vous les expliquera comment un peu plus tard. Et les types d'attaques sont variés, évolutifs et nombreux. Alors, on a retenu 3 principaux. Le premier que tout le monde connaît, c'est le hameçonnage, donc en anglais le phishing. Phishing pour sa relation avec la pêche. Le principe est tout simple. Vous recevez un mail piégé qui souvent ressemble à un mail d'un interlocuteur que vous connaissez. Dominique citait les impôts ce matin. Recevoir d'un transporteur, de votre banque ou d'une banque qui n'est pas la vôtre, là, c'est déjà plus facile à identifier. Le principe, c'est vous avez un lien dedans, vous cliquez sur un lien, une image, sur quoi qui génère un clic. Vous allez sur un site piraté et là, le pirate vous prend login, mot de passe, numéro de compte, numéro de carte bancaire, enfin tout ce qui l'intéresse. C'est la porte d'entrée de la plupart des attaques, puisque à partir de là, soit le hacker va pouvoir exploiter directement ce qu'il a récupéré,
il peut, par exemple, utiliser vos informations de compte pour aller faire un virement, ou il peut s'en servir s'il a récupéré un login mot de passe Office 365 ou de réseau, il peut continuer l'attaque sur votre compte ou sur le réseau. Le deuxième type d'attaque, ce sont les rançongiciels, donc les ransomware. Là aussi connu, cryptage de tous les documents donc sur votre poste et tous les documents accessibles, donc tous les documents partagés par l'entreprise. Et le principe, c'est que vous devez payer pour retrouver ces données, peut-être, parce que quand on paye, on n'est pas sûr que le pirate donnera la clé de décodage des fichiers. On a deux exemples connus, Dominique, là-dessus. Alors, sur le connu et inconnu, parce que je ne donnerai pas les personnes, sur le hameçonnage, et tu l'as bien expliqué, le phishing, en clair, c'est je balance un filet dans la mer et je récupère du poisson, si je traduis clairement ce que ça signifie. Et donc, en fait, sur les mails piégés, j'ai eu le cas d'un client dont je tairai le nom, qui a reçu un mail X en lui disant monsieur, vos codes ont été perdus, veuillez vous connecter à tel endroit. Donc, par erreur, la personne s'est connectée. Et en se connectant sur le lien, elle est arrivée sur une page web sur laquelle il y avait tous les accès, enfin tous, une grande partie des accès à de la messagerie. Il y avait Office, il y avait Gmail, il y avait Outlook. Et il a cliqué dessus, il a tapé ses codes, et voilà. Et ça s'arrête là. Et il ne s'est pas rendu compte que c'était inquiétant. Les conséquences de ça, il y en a deux. La première, c'est qu'en faisant ça, il ouvre son portefeuille. Dans tous les sens du terme, quand je dis portefeuille, c'est volontaire. Donc son portefeuille client, puisque du coup, le hacker avait accès à tout son listing de tous ses contacts. Et donc le mail est reparti sur tous les contacts, dont moi, j'en ai reçu un forcément. Donc j'avais une info. Pour une fois, je ne l'ai pas ouvert. Et par contre, lui, il a eu un petit incident, si on peut dire petit, puisque dans sa messagerie, alors pour ceux qui utilisent Outlook ou Gmail, peu importe, vous avez la possibilité de créer des petites armoires sur le côté ou dans lesquelles vous classez vos mails. Et il en avait un qui s'appelait MDP, mot de passe. Et quand on cliquait sur mot de passe, il y avait quoi? Il y avait ses 4 banques. Et dans chaque banque, il avait le code d'accès à sa banque. Il m'a appelé 3 jours après, ses comptes avaient été vidés. Voilà, c'est pas une blague, c'est vrai, ça se passe comme ça et c'est très sérieux. Imaginons qu'il n'ait pas ouvert tout et qu'il n'ait pas mis ses codes, parce que bien sûr, vous ne mettez pas vos mots de passe dans votre messagerie, ça c'est une des précautions à prendre. Mais il se peut que vous ayez un avis de virement dans votre boîte mail, il ne faut pas les garder non plus. Il n'y a rien de plus simple que de rentrer, alors moins maintenant avec la DSP2, mais il n'y avait rien de plus simple que de rentrer sur votre compte bancaire, j'ai votre mail, je retrouve votre identifiant d'une façon ou d'une autre parce que une fois que je suis rentré chez vous et que j'ai un avis de virement ou ce genre de choses et que les hackers ont les outils pour recalculer les IBAN parce que ce n'est pas des chiffres au hasard, il y a un petit truc qui est marqué en bleu en général sous l'accès mot de passe, c'est mot de passe oublié. Voilà. Ils faisaient la demande, ils retrouvaient le mot de passe, ils arrivaient à rentrer dans vos comptes bancaires. Donc ça peut être très inquiétant. Et sachant qu'ils arrivaient à retrouver le mot de passe en faisant mot de passe oublié, parce que la banque envoie sur la messagerie. La messagerie enregistrée. La messagerie enregistrée, ils ont la main dessus. Donc, la boucle est bouclée. Exactement. Alors, c'est vrai que la DSP2 permet d'éviter ça, parce que maintenant, il te l'envoie, il te demande un code de validation avec ton téléphone. Donc, normalement, ça devrait pouvoir être plus simple. Donc, ça, c'est le type d'attaque qui arrive très régulièrement. Titre perso, ça m'est arrivé aussi, mais différemment. Je vous le raconte juste après, histoire de sourire un peu. Sur les ransomware, on l'a eu malheureusement, et c'est arrivé une personne que vous connaissez peut-être qui était à Grenoble, une entreprise qui s'est fait hacker dans les premiers, il y a 6-7 ans. Là, on plaisante vraiment, mais je vais être triste 30 secondes. C'est que ce pauvre monsieur, ils sont rentrés chez lui, ils ont crypté ses serveurs. C'était une boîte du bâtiment, il avait une dizaine de salariés côté de Grenoble. Il n'a pas réussi à décrypter. Il a voulu payer, ça n'a pas marché. Il a fait des courses, la boîte a coulé, il s'est suicidé. Voilà. Donc je ferme. Ça, c'était l'image. Ça marque, mais malheureusement, c'est vrai. Non, on a des gens à qui ça peut arriver. J'ai en tête une consoeur qui avait ses serveurs chez elle. Son serveur est crypté.
Elle reçoit un mail après. Alors, il y a toute l'histoire du dark web et tout. Je te laisserai éventuellement le présenter. Mais elle reçoit un mail en disant si vous voulez récupérer vos données, ben, vous m'envoyez. Alors, je crois que c'était 10 ou 15 000 euros. Bien évidemment, première réaction, elle ne paye pas. Elle appelle l'assureur. La première chose à faire, c'est appeler son assureur. Alors, c'est pareil. Pour ceux qui me connaissent, je suis très digital et j'ai plus de papier. Il y a un seul truc que j'ai imprimé, c'est le contrat d'assurance. Parce qu'il y a une page avec le numéro de téléphone de la personne qu'il faut joindre en cas de problème de cyberattaque. Voilà, donc ça, vous devriez regarder, c'est très important. Et en plus, il y a un code dessus qui correspond à votre cabinet, ce qui permet d'être pris en charge tout de suite, ce qui est très rassurant. Vous êtes pris en charge d'un point de vue alors négociation avec les hackers, puisqu'ils sont des spécialistes. Et ensuite, vous avez une prise en charge psychologique s'il y a besoin, parce que quand vous vous rendez compte que le 15 avril ou le 15 mai, vous n'avez plus accès à vos serveurs, que vous n'avez plus rien, peut être compliqué à gérer. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais sur cet exemple-là, en fait, moi, ça m'est arrivé. Hein, je ne suis pas meilleur que les autres, hein, mais j'ai eu la chance quand on s'est fait crypter un serveur une fois sur un cabinet qu'on avait repris. Je ne l'avais pas intégré dans mon système d'information global. On se fait crypter le serveur. Première réaction, je dis à mon collègue, tu débranches. Je n'ai pas fini la phrase, j'aurais peut-être dû la finir. Il a débranché l'électricité. Ça ne sert à rien, il faut débrancher le câble Ethernet quand on veut que ça marche. Donc le serveur a été crypté, on nous a demandé de l'argent, j'ai refusé de payer. La pratique que l'on a, et ça fait partie des bonnes pratiques, j'ai des sauvegardes et je vérifie régulièrement que les sauvegardes fonctionnaient. Et en l'occurrence, sur ce serveur-là, les sauvegardes, j'en avais une toutes les nuits, elle avait fonctionné, donc j'ai perdu globalement 4 heures de boulot, donc c'est rien. Mais l'exemple que j'ai donné avant, les sauvegardes ne fonctionnaient pas, donc ça a été dramatique. Donc là, on a donné déjà 2 bonnes pratiques par la voix de Dominique. La première, c'est effectivement de conserver ses mots de passe dans un lieu sûr. KeePass, qui est l'outil recommandé par l'ANSSI, est un excellent outil parce que tout est crypté dedans, et donc même si le fichier est volé, il n'y a que le mot de passe évidemment complexe qui permet d'ouvrir le fichier. Et la deuxième bonne pratique, c'est d'avoir des sauvegardes faites régulièrement, évidemment, et vérifiées régulièrement de temps en temps, parce que une sauvegarde sur laquelle l'outil de sauvegarde dit ça s'est bien passé ne veut pas dire qu'on peut remonter cette sauvegarde. Absolument. Et indirectement, dans les bonnes pratiques, je ne l'ai pas dit, mais moins j'ai de serveurs en interne, mieux je me porte. Oui. Parce que vous, c'est votre métier, moi, ce n'est pas le mien. Donc, à partir du moment où je fais appel à un prestataire, je m'assure qu'il fait les choses correctement, et après, c'est son boulot, ce n'est pas le mien, donc c'est plus facile aussi à travailler. Troisième point sur les types d'attaques, il y a l'escroquerie au faux président. Alors, elle était peu connue il y a quelques années. Elle est de plus en plus connue parce qu'il y a vraiment des gros cas. Là, on est sur l'ingénierie sociale. C'est quoi? Vous avez un pirate qui va prendre tous les renseignements possibles sur une entreprise, qui va établir une relation avec le service achat, avec la comptabilité, avec les éléments payants, les services payants. Et à un moment, il va envoyer un mail pour demander un virement important sur un compte en prétextant l'achat d'une entreprise extérieure ou un gros investissement ou quelque chose de cohérent par rapport à ce qu'il a eu comme information sur l'entreprise. Et des informations qu'il a eues sur, en général, plusieurs semaines ou plusieurs mois. Et donc, le mail qu'il envoie est très personnalisé, par exemple, à destination du chef comptable, cite le président, cite des éléments très factuels et très en rapport avec l'activité de l'entreprise. Et donc, ces escroqueries génèrent quelques millions en volée. Tu peux peut-être citer KPMG, Dominique? Oui, on peut parce que c'est de notoriété publique, absolument. Et KPMG a fait partie une des premières grosses escroqueries. Alors, c'est une quinzaine ou
16 ans, je ne sais plus. C'est exactement ce que tu viens d'expliquer. Hein. C'est quelqu'un qui s'adresse, qui se fait passer pour le président, qui envoie un mail dans un premier temps, ensuite qui passe des coups de fil. C'est assez bien fait et qui explique que Monsieur le Président est à l'étranger et j'ai besoin de signer tout de suite de manière confidentielle l'achat d'une boîte. Et KPMG s'est fait pirater 7,5 millions, je crois, de mémoire. Donc c'est dramatique et les hackers ont bien réussi leur escroquerie et ça a bien fonctionné. Sur ce sujet-là, j'ai 2 exemples. Le premier, c'est un de nos clients à qui c'est arrivé, même méthode. Étape 1, ils prennent contact. Étape 2, ils appellent. Et il y a 2 éléments auxquels il faut faire très attention. En tout cas, c'est de l'expérience que j'ai moi. C'est souvent le vendredi après-midi. Je vous expliquerai juste après pourquoi. Et puis, au démarrage, c'est un mail sympa et la pression monte. Pourquoi le vendredi après-midi? Parce que quand vous faites un virement, en général, c'est des virements vers l'étranger et ce qu'on appelle des virements à rebond. Là, on a le cas d'un client dont je tairai le nom qui s'est arrivé il y a 7-8 ans. Le responsable comptable se fait piéger de cette manière-là et le faux président réclame 2 virements de 350 000 €. Et il fait 2 virements de 350 000 €, et sachant que le président dit bah, tu vires à tel endroit, et en l'occurrence France vendredi après-midi, c'est viré en Belgique. De la Belgique, ça part, alors je veux dire, on n'a pas tout suivi, mais ça part en Roumanie, et de Roumanie, ça repart encore plus loin. Le pourquoi du vendredi après-midi, et c'est souvent en fin d'après-midi, c'est que le virement qui est fait un vendredi après-midi, je vous rappelle que les banques sont fermées le week-end, donc les chambres de compensation sont fermées le week-end. Une fois que le virement est parti à l'étranger, il est parti. On ne peut pas le rattraper. Vous faites ça un lundi, vous pouvez le rattraper, puisque le lendemain, il y a compensation et la banque peut dire non, je refuse, ce n'est pas un bon virement. En l'occurrence, sur ce cas-là, il y avait 2 virements. Un qui a été fait de mémoire, c'est 14h30, je crois. Celui-là a été rattrapé par la banque. Et le deuxième, par contre, est parti. Ça, c'est l'exemple. Alors, pas les conclusions, mais les éléments qu'il faut retenir de cet exemple-là qu'on a vécu. Le client a été remboursé de tout. Pourquoi? Premièrement, et c'est intéressant pour le coup qu'on parle du sujet, j'y avais pas pensé jusque-là, mais en tout cas quand on a préparé, j'y ai pas pensé. C'est que le premier réflexe du DAF, enfin du responsable comptable, il appelle qui à votre avis? Eh ben, l'expert comptable. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est sa première relation à l'extérieur. Il a appelé l'expert comptable. En l'occurrence, au cabinet, on est un peu sensibilisé au sujet parce que je forme régulièrement les équipes et on en parle et on en parle et on en parle. Et l'associé qui était concerné m'a appelé tout de suite. J'ai dit, écoute, vous appelez la banque tout de suite, vous annulez les virements et ça devrait fonctionner. Donc, ça a fonctionné sur le premier virement qui a été annulé. Le deuxième virement, pardon, qui a été annulé, mais le premier était parti. Et comme c'était dans les, je sais plus, il y a 7 ans, c'est au début où ça commençait vraiment à devenir important. La banque a dit on ne fait pas de bruit, je vous rembourse. Voilà. Je la fais court, mais ça s'est passé comme ça. Aujourd'hui, ça se passe moins comme ça. Et là, la prévention est une prévention de process interne, c'est-à-dire les gros virements ne doivent être faits qu'avec l'accord explicite et concret d'une deuxième personne. Absolument. Dans l'entreprise, président, directeur général, ou chef comptable, si c'est un comptable qui est visé. Enfin, en général, ils visent les chefs comptables qui ont suffisamment d'autonomie pour faire les virements. Alors normalement oui, mais pour le coup nous on a essayé de il n'y a pas très longtemps on a essayé de nous escroquer, moi et un de mes associés. On est 2 à signer tous ces trucs-là. Il y en a que 2 qui ont la signature sur le cabinet et on est 2 à signer quand il y a des montants assez importants. Ils avaient piqué ma boîte mail. Ils ont envoyé un faux mail. Je vous dirai comment ils ont fait pour le faux mail. Ils ont envoyé un faux mail à une des responsables admin, mais comme elles sont habituées, elles sont venues me voir. Je dis tu coupes tout et on laisse tomber. Mais si on ne fait pas gaffe, ça part et c'était plié. Comment ils ont récupéré notre mail? Il y a 2 solutions. Soit ils vont sur le site internet, ils peuvent le faire. Et là, en l'occurrence, ils ne l'ont pas récupéré comme ça, ils l'ont récupéré sur Infogreffe. On était commissaire au compte de quelqu'un et ils ont pris un mail à l'intérieur là-dedans. Donc, c'était un de nos clients CAC qui m'a envoyé un message en demandant de faire un virement. C'était assez puissant. Les moyens de récupérer des informations à la fois personnelles et sur l'entreprise sont vraiment très, très variés. Donc, alors, là, on parle d'attaque, mais pourquoi les cabinets comptables sont des cibles fluides privilégiées, Dominique? Alors, ça n'engage que moi, c'est mon analyse. Premièrement, ce sont des entreprises, on va dire les choses. Donc, on est attaqué comme tout le monde. Mais on a une petite chose en plus qu'une entreprise classique, c'est qu'à partir du moment où on travaille avec des clients,
un peu l'objectif, et qu'on travaille pour eux, on a souvent, voire dire à chaque fois, les IBAN de nos clients. Donc, on a un fichier client qui est assez sympathique. Donc, on vient nous chercher sur ces sujets-là. Donc, c'est vrai que pour le coup, faut vraiment s'organiser. Tu parlais de process, il y a des process, il y a des organisations à mettre en place pour justement se protéger. Parce qu'on sera forcément attaqué, ce que je disais tout à l'heure, et on est attaqué. Alors, pas tous les jours, mais presque. Et tout le monde. On a mis en place il y a 6 mois un outil de nettoyage de mail à l'entrée, Mail in Black pour ceux qui le connaissent. Le jour où on l'a mis en place, les premières 24 heures, on a essayé de nous attaquer 80 fois. Voilà. Et je ne suis pas les seuls, hein. On se fait tous attaquer. Après, on a ce qu'il faut. Tu en parleras sûrement, il y a les firewalls, il y a tous ces sujets-là, mais il n'empêche que la tentative, elle est tellement grande. Et le mail, on l'a expliqué tout à l'heure, et Pascal l'expliquait bien, le mail est la première porte d'entrée. Tu disais 94% d'attaque. Le problème, c'est que même si on a tout organisé autour, un mail qui est passé, c'est que l'humain qui va gérer le sujet. Donc, on parlait tout à l'heure de formation. C'est vraiment pour moi un des éléments les plus importants, c'est la formation et la vigilance. J'ai pour habitude de dire que le maillon faible dans la cyber, il est entre la chaise et le clavier. Ce n'est pas la peine d'aller le chercher ailleurs. Donc, c'est nous. Et on peut tous se tromper. Ouais, c'est une bonne introduction à la diapositive suivante, le ressort des attaques. Les pirates utilisent essentiellement 2 ressorts, nos faiblesses, donc curiosité, appât du gain, peur, inattention. Alors, par exemple, la curiosité, vous recevez un mail avec un sujet bizarre ou un texte mystère. L'appât du gain, vous avez tous reçu, j'imagine, personnellement ou professionnellement des mails où on vous dit vous avez gagné ceci, vous héritez de X milliers d'euros, mais il faut avancer 1000 euros, bien sûr sur un oncle ou une tante présente en Afrique. La peur, vous avez reçu, là il y a une campagne depuis un petit mois là, où vous avez été filmé devant un film X avec la caméra et il y a tout, et on vous demande de payer dans les 48 heures, sinon on diffuse sur les réseaux sociaux. Et le dernier ressort, c'est l'inattention ou les habitudes. Vous recevez un SMS sur un transporteur, vous avez un colis. Alors on attend tous des colis, d'autant plus, la Covid a encore augmenté ça, mais les livraisons sont très très fréquentes maintenant, et donc il y a de grandes chances quand on reçoit ce type de colis qu'on attende effectivement un colis. On ne fait pas trop attention, on a le SMS, tiens, on va soit cliquer sur le lien qui est dans le SMS, soit cliquer sur le lien qui est dans le message. Alors, c'est la même chose, hein, les pirates ont les mêmes moyens à partir d'un mail ou à partir d'un SMS pour extorquer des informations. Tout ça, ça fait ce sont des ressorts assez faciles pour les pirates. Bon, ils exploitent aussi nos qualités. Alors, vous voyez, la liste est moins longue, hein. La première et la principale, c'est l'empathie. Vous recevez un mail en disant qu'un de vos proches est malade et a besoin d'aide, ou est perdu quelque part et a plus d'argent et demande de l'argent. Si vous ne faites pas trop attention, en général, l'émetteur, c'est bien le mail que vous connaissez de la personne en question. Donc, vous pouvez vous laisser surprendre par le texte. On peut être dans des dispositions parfois qui font que… donc, la seule prévention pour tout ça, c'est la vigilance des utilisateurs. Vigilance des utilisateurs, c'est je reçois un mail, il n'est pas authentique simplement parce qu'il a été envoyé par une adresse que je connais, ou par ma banque, ou par quelqu'un que je connais comme, enfin une entreprise que je connais comme un transporteur. Il faut lire le mail. En général, il y a des fautes d'orthographe. En général, il y a des petites différences
qui font que on a un doute. J'ai un exemple très personnel où quelqu'un que je connais a reçu un mail d'une tante qui était soi-disant malade, mais à la relecture, alors au début, le mécanisme a fonctionné, mais à la relecture, il y avait un tas de petits détails qui faisaient que, ah non, elle aurait jamais écrit ça comme ça. Donc, quand on a ce genre de remarques, quand on se fait ce genre de remarques, alerte. Mais c'est vraiment vigilance des utilisateurs. Et donc, ça, c'est sur la partie des 94% d'attaques par mail. Et il reste 6%, ils sont passés où ces 6%? Alors, 6%, ce sont des attaques dites techniques qui sont basées sur des failles de sécurité. Alors, une faille de sécurité, c'est un mot sympathique pour dire un bug dans un logiciel, dans un système d'exploitation comme Windows ou Apple. Là, la prévention, c'est avoir un prestataire informatique à la hauteur, c'est-à-dire un prestataire informatique qui va faire les mises à jour recommandées par les éditeurs et les constructeurs, parce que les matériels sont aussi concernés, et qui va assurer la maintenance régulière des matériels qu'il a mis en place. Donc, là, on a parlé des menaces, on a parlé des points de vigilance principaux, mais en pratique, Dominique, tu fais comment pour protéger ton cabinet? Je ferme tout. J'ai vendu les ordi, on est revenu au boulier, ça marche super bien, on reprend le papier, la vie est belle. Non, je plaisante. Tu as moins de clients, donc. J'ai moins de clients, donc j'ai moins de risques. Non, blague à part. On est très digitalisé. Alors, il y a deux sujets. Je vais parler des 6% et après je reviendrai sur les 94%. Sur les 6%, on a mis en place une organisation dont fait partie DBC aujourd'hui. Et je regarde toujours les partenaires avec qui je travaille. Et on prend en général des gens renommés qui ont la qualité et la compétence requise pour mettre en place tout le système le plus efficace et le plus sécure possible. Et bien évidemment, on n'est jamais à l'abri, mais au moins, on sécurise de ce point de vue-là. Si je prends par exemple l'histoire des sauvegardes, on teste régulièrement est-ce qu'un fichier qui a été sauvegardé, est-ce qu'il refonctionne? Et ça nous arrive de demander à certains de nos partenaires de nous renvoyer, juste pour tester, de nous renvoyer un fichier type compta et on essaie de le recharger et on voit si ça marche ou si ça ne marche pas. Ça, c'est le premier point sur les 6%. Sur les 94% qui restent, c'est de la formation, de la formation, de la formation, de la formation, de la formation. Et on le fait très régulièrement. Alors, il y a deux types de formations chez nous. Il y a la formation de ce qu'on appelle le service interne, donc c'est toute la partie administrative. On parlait de fraude au président tout à l'heure. Ceux-là, on les forme régulièrement et on a mis en place les process pour être sûr que quand il y a un mail bizarre ou quoi que ce soit, ils aient la bonne réaction. Typiquement, quelqu'un qui reçoit un mail, si ce n'est pas le mail normal habituel, on regarde toujours l'adresse. Quand vous passez sur le nom de l'expéditeur, vous avez l'adresse qui apparaît. Tu me corriges si je dis des bêtises, Pascal. Mais normalement, l'adresse apparaît. Et si c'est un de vos clients, l'adresse, vous la connaissez. Et si c'est fait pirater sa boîte mail, c'est plus la même adresse. Quoique. Très prudent. Très prudent. Et puis, ça passe par... alors, on a fait des tests. Je ne suis pas un fan de ce genre de choses, en tout cas pas trop souvent, mais c'est bien aussi de tester, d'envoyer un truc à la noix et de voir comment ça réagit. Alors ça peut être gênant pour certaines personnes, mais d'un autre côté, ça te permet de rentrer dans le vif du sujet et de leur expliquer, mais si tu n'avais pas ouvert, tu n'aurais pas eu ce sujet-là, la preuve que ça marche. Mais c'est vigilance, vigilance, vigilance. Il n'y a pas d'autre solution que ça. Et ça passe aussi par, je quitte mon bureau, je mets mon écran en veille. Parce qu'on n'a pas les stats. Mais le nombre d'attaques qui viennent de l'interne sont énormes. Je les avais vus. Je vais peut-être dire une bêtise, mais sur les 94% des attaques, on sait que ça vient par mail. Ce qu'on disait tout à l'heure, une TPE sur 3 a subi au moins une attaque. Et je crois que c'est 25% des attaques viennent de l'interne. Et j'ai beau bien m'entendre avec mes petits collègues, on ne sait jamais ce qui se passe dans la tête des gens. Je vais donner un exemple qui n'est pas lié du tout à ça, mais ça nous arrive, et les confrères qui nous écoutent
j'espère pas, l'ont pas vécu, mais l'ont sûrement entendu. Un DAF chez un client qui pète un plomb et qui fait des virements sur un compte perso, qui fait des fausses fiches de paye. On l'a vu, ça. Et pourtant, le patron avait entièrement confiance dans son salarié. Et ben, quand on est entre collègues, alors, faut pas être suspicieux en permanence. Le plus simple, je mets en veille et comme ça, j'ai aucun doute sur personne. Oui, voilà. fermeture de la session. Ouais. Et les mots de passe, on n'a pas mis le slogan à l'écran, mais on aurait pu mettre un style sur le mot de passe. C'est comme une brosse à dents, ça se prête pas, ou c'est comme un slip, ça se prête pas. Hein. C'est pareil. Hein. Ouais. Donc en fait, on a ces mots de passe, on met pas de post-it sur son ordinateur ni rien. On essaie de faire quelque chose de très. Alors, des mots de passe compliqués, oui, mais très facile d'utilisation. Tu as parlé de KeePass tout à l'heure. Il y a 2 ou 3 outils qui permettent justement de dormir tranquille et d'organiser les choses. Là, je suis en train de tester pour mettre ce genre d'outils auprès de tous les collaborateurs pour justement les sécuriser. Je voulais rebondir sur l'histoire du post-it. Il y a une attaque qui a été réalisée grâce à un post-it et qui est extrêmement célèbre. C'est France 24 qui a été bloqué pendant des semaines. Et la raison pour laquelle ils ont été bloqués, c'est qu'il y a un hacker qui a vu lors d'un reportage, enfin, c'était pas un reportage, c'était une émission, et dans l'émission, il passait dans les coulisses. Et donc, il y a l'animatrice était filmée, et en arrière-plan, il y avait toute la régie, toute la technique. Et sur un des écrans, il y avait un post-it avec le login mot de passe administrateur du réseau. Et c'est comme ça qu'ils sont rentrés et qu'ils ont bloqué pendant plusieurs jours complètement et plusieurs mois en perturbant fortement une chaîne comme France 24. Donc attention, les mots de passe, on les cache, on les garde pour soi. Keep your secret secret, comme disait une personne célèbre. Non. C'est vrai que faut vraiment être prudent. Ça peut arriver à tout le monde. Maintenant, c'est pas pour ça qu'il faut arrêter tout et revenir au papier, comme je disais en plaisantant tout à l'heure. Mais faut être vraiment prudent et faire attention à tout ce qu'on fait, tout ce qu'on publie aussi. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais il y a des vidéos qui ont été faites qui sont plutôt bien faites pour se rendre compte de comment on peut se faire attaquer. Et puis c'est plus forcément les gens qui attaquent les pirates ne sont plus forcément des mecs qui sont au fin fond de la Roumanie ou de la Tchécoslovaquie comme à la belle époque d'IBM. C'est de votre voisin de palier, vous le savez pas, mais ça peut être lui. Hein. On a parlé tout à l'heure du télétravail. Est-ce que vous changez régulièrement le mot de passe de votre box? Oui. C'est pas idiot de le faire. Parce qu'il n'y a rien de plus simple que d'ouvrir une box. Il y a un petit outil, alors je n'ai pas retrouvé le nom, je ne sais pas si tu l'as retrouvé Pascal, sur le test de solidité des mots de passe. Ça, c'est un truc qui peut faire peur. Vous allez sur Internet, hein, vous tapez solidité des mots de passe, il y a 2 ou 3 outils gratuits qui permettent de le faire. Et vous verrez que 1, 2, 3, 4, c'est assez rapide à découvrir. Mais on a l'impression des fois qu'on a un super mot de passe. Mais c'est du temps homme qui est calculé, hein, bien évidemment. Mais quand on le refait faire par des machines, c'est réduit à une vitesse grand V. Donc, c'est assez simple de découvrir des mots de passe sur un ordinateur ou un téléphone, d'ailleurs. C'est la même chose. Oui, les deux fonctionnent bien. Juste un petit mot, DBC est en train de sortir un livre sur ces histoires de cybersécurité, de protection et de prévention à avoir. Le temps tourne vite. Nous avons plus oui, ce que je regardais, il nous reste 7 minutes. Donc, en synthèse, 94% des attaques sont les mails, donc informer les utilisateurs sur les risques et les bonnes pratiques. Dominique l'a dit, c'est la voie essentielle de prévention dans son cabinet et ça couvre effectivement le maximum. C'est utile dans la vie professionnelle et la vie privée, je le répète parce qu'on reçoit des mails à la fois dans les deux. Réfléchir à la double authentification, c'est une manière d'éviter la connexion abusive, même si quelqu'un récupère un login et un mot de passe. Les banques le font maintenant avec la norme dont j'ai oublié le nom, mais que tu as DSP2. cité. DSP2, voilà. Directive Service.
Voilà, et vous avez entendu sans doute qu'il y a des polémiques sur le SMS. Est-ce que le SMS est assez sécurisé? Donc la réponse est non, parce que des moyens de contourner plus ou moins faciles. Par exemple, si vous avez une vieille carte Free avec un code de SIM en 000 ou 1234, vous êtes sûr que vous allez vous faire pirater, parce qu'il n'y a pas de sécurité sur ces vieilles cartes SIM. Ils ont changé quand même depuis 2 ou 3 ans. Troisième élément, donc c'est choisir un prestataire digne de confiance, évidemment, hein, qui connaisse ces systèmes pour les mettre à jour, qui s'adapte à l'évolution des menaces, puisque les pirates ont plein d'imagination, ils peuvent passer par plein d'endroits différents, et donc ils inventent tous les jours. Sachant qu'on parlait du dark web tout à l'heure, le dark web, je le compare un peu à l'évolution de l'être humain, qui au début tout le monde était chasseur-cueilleur et faisait tout, puis à l'âge de la pierre, les temps de réalisation des outils devenaient plus complexes, plus longs, et donc il y a eu des spécialisations. Les hackers, c'est pareil. Aujourd'hui, dans le dark web, on a des hackers qui sont spécialisés dans le vol d'informations, des hackers qui sont spécialisés dans la construction d'outils, et des hackers qui sont spécialisés dans l'exploitation de ces outils. On a vu les chiffres en début de webinaire, les chiffres sont impressionnants. Il faut savoir qu'un hacker moyen, qui n'est pas forcément un génie de l'informatique, il faut s'enlever de l'esprit que les hackers sont des génies de l'informatique, hein, ils utilisent essentiellement des outils qui, pour la plupart, sont déjà faits. Il va pouvoir se gagner 30-35 000 euros par mois, évidemment non imposable, donc il peut passer un peu de temps pour chercher des moyens de contourner les contre-mesures mises en place. Dans les deux autres points là sur le prestataire, il y a sur les mises à jour de la totalité des matériels, y compris des matériels auxquels on ne pense pas, comme les switches, qui sont des matériels qui sont dans un coin en général qu'on ne trouve pas, mais qui peuvent être aussi utilisés comme vecteur d'attaque. Et enfin, dernier point dont on a déjà parlé, garantir un vrai plan de sauvegarde. Et un vrai plan de sauvegarde, c'est un plan de sauvegarde qui isole de l'outil de production et qui est vérifié régulièrement. Un outil de sauvegarde qui dit « Ok, la sauvegarde est bonne », ok, la sauvegarde c'est faite. Mais est-ce que les données sont récupérables? Ça, il faut le récupérer, il faut le vérifier régulièrement. Je peux ajouter un mot, Pascal? Oui, bien sûr. Sur le plan de sauvegarde, moi j'avais tendance aussi à parler de plan de reprise d'activité, parce qu'à un moment donné, il y a une rupture. Et c'est de prévoir également toute la reprise. Et vous faites partie des prestataires qui peuvent accompagner les entreprises et les cabinets, en l'occurrence, à le faire. Donc c'est pareil, c'est de se dire, il m'arrive un accident, comment je fais pour démarrer, quoi. Oui. Redémarrer, pardon. Donc, tout ça, ça se prépare aussi en amont. C'est ça, des process, des moyens et des connaissances. Absolument. Il y a une question. Savez-vous combien de cabinets sont piratés chaque année? Existait une étude à ce sujet? Alors, elle existe l'étude, mais je ne l'ai pas là sous les yeux, parce que c'est l'assureur de la profession qui en parle. Moi, j'en entends parler tous les ans. Au moins un cabinet dans mon entourage se fait attaquer. Voilà. C'est vrai que je vois pas mal de monde, mais c'est un sujet compliqué pour nous, et c'est vraiment un sujet qu'il faut s'approprier parce que les conséquences peuvent être dramatiques. On a parlé tout à l'heure de perte de données, de fuite de données, de se faire voler de l'argent sur le compte bancaire. Je n'ai pas parlé de mon cas perso d'ailleurs, il faudrait que j'en parle. On fera une V2. Mais non, en fait, derrière, c'est toutes les problématiques RGPD qui existent, parce que si mes données si je me fais piquer mes données ou pirater mes données, j'ai des conséquences autres. Et en plus, je ne peux plus servir mes clients. Quelle est la conséquence à court terme si je ne peux pas assumer mon job? Donc c'est pour ça que c'est un vrai sujet, partie de la pérennité des cabinets. Donc il faut vraiment le prendre à bras le corps. Et c'est comme le cancer, hein, ça n'arrive pas qu'aux autres. Il ne faut pas se mettre ça en tête. Mais en complément de ce petit mot
désagréable. Certains vont dire mais j'arrête de travailler, je reviens au papier, ainsi de suite. Je compare la cyber à la voiture automobile, ça n'a pas grand-chose à voir. Mais le premier taux de mortalité en France, c'est quand même les accidents de voiture. C'est pas pour ça que les concessionnaires et les garagistes arrêtent de vendre des voitures. Donc, il faut juste apprendre à conduire, mais c'est la même chose. Il faut apprendre à piloter la cyber parce que c'est un vrai sujet. Et on a besoin de c'est pas quelque chose d'acquis. On parlait tout à l'heure de formation, quelque chose qui doit être fait régulièrement. Parce que de toute façon, les hackers jouent sur ce sujet-là. On oublie. Et puis, bon, allez, ça m'est pas encore arrivé, il n'y a pas de raison que ça m'arrive. Oui, et puis souvent, un utilisateur ou une utilisatrice n'imagine pas être atteint dans un lieu. Par exemple, je suis en télétravail au bureau, je suis tranquille dans mon environnement. On n'imagine pas être attaqué à un endroit que l'on connaît bien. Et cette position un peu de forteresse qu'on ressent quand on est derrière son ordinateur, eh bien, il faut imaginer que les hackers, eux, ils sont capables de rentrer là et de faire beaucoup de choses à partir du moment, dans 94% des cas, où on leur a donné indirectement l'autorisation. Si je clique sur un lien, je donne au hacker l'autorisation d'entrer. Alors là, je vous ai mis quelques liens utiles pour sur les sites de l'ANSSI. Donc il y a un kit de communication. On répète, la communication est fondamentale dans la sécurité informatique. L'antivirus vient bien après en termes de mesures préventives. Donc ce fameux kit de communication fourni par l'ANSSI est très bien fait. Il permet de passer les bons messages au bon rythme et avec les bons documents. Et ensuite, il y a 2 liens sur les mesures essentielles à faire autour de la sécurité de son informatique, qu'elle soit en cloud ou qu'elle soit en local. Et le dernier lien, donc c'est un lien que je ne connaissais pas, que tu m'as donné, sur la Hack Academy. Tu as eu le temps de le regarder, non? Ouais, j'en ai regardé quelques-uns, c'est marrant, effectivement, qui donne des petites vidéos sympathiques sur des exemples de pirates et de piratage qui sont assez ludiques et assez faciles à regarder. Donc, malheureusement, adaptés pour des enfants la plupart. Ouais, exactement. C'est important de le montrer à nos enfants, je pense, qui se rendent compte notamment de ce qu'ils publient sur les réseaux sociaux. Parce que c'est une véritable porte d'entrée. Tu as mis le lien sur les 10 mesures essentielles. Je fais juste un coup de pub parce que je l'avais créé à l'époque. On a fait les 10 commandements qui sont 11 en fait au niveau de l'ordre. Vous pouvez les retrouver sur le site de l'ordre pour les confrères. C'est les 10 mesures, 11 mesures importantes, notamment si j'ai une clé USB, est-ce que je la branche directement ou pas, comment je réagis quand je reçois un mail bizarre. Enfin, il y a 2-3 règles de bienséance à maîtriser. C'est plutôt facile et ça permet de communiquer aussi auprès de vos propres clients parce qu'eux aussi sont concernés. Ouais. Donc finalement, la cybersécurité, pour s'en protéger, pas complètement, mais essentiellement, c'est assez simple, il faut être vigilant. La vigilance, c'est vraiment le mot clé de la protection cyber. Absolument. Alors, on devait terminer à 12h15, il est 12h18. Vous avez n'hésitez pas à poser des questions par le biais de l'outil, par le chat ou par les questions. Bon, il n'y a pas de questions. Je vais juste raconter mon anecdote, comme ça les gens se rappelleront de moi. Je suis allé faire un voyage une fois dans une île dont je tairai le nom. Selon les endroits où on est, il faut éviter les Wi-Fi dans les aéroports, les gares, les trains. Moi, je suis contre tous ces trucs-là parce que c'est des Wi-Fi ouverts. Ce qui veut dire que le voisin du siège d'en face peut voir votre ordinateur ou votre téléphone. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les Wi-Fi qui sont soi-disant privés, il faut être sûr qu'ils soient sécurisés, ce qui est rarement le cas dans les hôtels. Et je suis arrivé à un endroit sur une île de la planète, on m'a dit, vous avez le choix entre le Wi-Fi et la clim. J'ai fait une erreur, j'ai pris le code Wi-Fi. J'aurais jamais dû faire ça. Je suis rentré en France,
boîte mail avait été piratée. Autant vous dire que tous mes contacts m'ont appelé, m'ont passé des SMS et c'était une catastrophe. Il a fallu gérer le sujet. Et puis, ça s'est arrêté là. Bon, j'ai eu quelques ennuis, mais pas très graves, puisqu'on l'a vu tout de suite, donc on a tout fermé. Mais quand on dit tout fermé, ça veut dire que j'ai dû disparaître de la planète pendant, je ne sais plus, 3 heures, volontairement. J'ai tout coupé, le temps que ça fasse le tour. Alors, tu sauras expliquer ça mieux que moi, Pascal, mais en fait, quand on a été à un endroit, le temps que ça fasse le tour de la planète sur tous les serveurs, je crois que c'était 3 heures pour que ça soit, a priori, disparaisse. Bon, ça s'est arrêté là, très bien. J'ai prévenu les clients, bon, c'est pas aller plus loin. 1 an après, j'ai mon banquier qui m'a appelé. En m'expliquant qu'il y avait une tentative d'insertion sur mon compte bancaire à plusieurs reprises. Et comme ça venait d'une certaine île et qu'il savait que j'y étais allé, ben, il a tout coupé. Il m'a demandé de changer le login mot de passe. Et j'ai regardé pourquoi. Il me restait un avis de virement dans ma messagerie. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à rentrer. Il faut être très, très prudent. Moins il y a de choses dans la messagerie, mieux on se porte. Vous avez un drive, c'est fait pour ça. Ne le laissez pas dans la messagerie. Voilà. Un autre élément de prévention, c'est changement régulier des mots de passe. C'est pénible, c'est indispensable. Et pas le même mot de passe partout, mais des mots de passe différents. Oui, alors un sujet qu'on n'a pas abordé, et du coup, c'est bien que tu rebondisses sur le mot de passe, ça fait partie des obligations qu'on a, nous, en tant que professionnels, dans le cadre du contrat d'assurance de la profession. On doit changer les mots de passe je crois que c'est tous les 6 mois, avec un nombre minimum de caractères. Donc, relisez bien votre contrat d'assurance, parce que c'est pas dramatique aujourd'hui, mais vu les positions du gouvernement, bien qu'elles viennent de changer, et moi je trouve ça dommage, mais bien qu'elles viennent de changer, pour se faire accompagner, il vaut mieux être en règle, notamment sur les mises à jour, tu en as parlé tout à l'heure, sur les tailles des mots de passe et la périodicité de changement des mots de passe, c'est un sujet important. Et quand on parle de mise à jour, parce que j'ai mon téléphone à côté, on pense tous à la mise à jour de l'ordinateur. Sur vos smartphones, vous avez des demandes de mise à jour, c'est pas pour vous embêter, hein. Alors, des fois, c'est des améliorations, mais très souvent, c'est pour contrecarrer des attaques qui ont eu lieu. Donc, il faut vraiment les faire régulièrement. Oui. Il n'y a pas que le prestataire qui peut faire des mises à jour. Sur le téléphone, il y a chacun responsable, effectivement. Et la petite pastille qui apparaît pour vous dire qu'il y a une mise à jour, il faut prendre le temps un soir avant de se coucher. Voilà. Travailler la nuit. Voilà, je ne vois pas d'autres questions. J'en vois pas d'autres non plus. Bon, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour cette participation. Regardez les réseaux sociaux, on organise d'autres webinaires chez DBC et je vous dis, on a un livre blanc qui va paraître sur la cybersécurité, donc vous pouvez le demander sur notre site sans souci. Merci à tous, à toutes. Merci Dominique. Avec plaisir. Merci de l'intervention riche et factuelle. Et à une prochaine. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.